Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. De temps à autre, et dans mon cas je préfère vous dire que c'est assez rare, un livre s'empare de vos pensées et ne vous quitte plus même quand vous l'avez achevé, refermé. C'est le cas du roman d'histoire qui sort ces temps-ci chez Albin Michel, une sorte de récit à facettes où Philippe Séguy, d'une plume suave et âpre à la fois, une plume férocement humaine, dépeint la succession de drames créés par un personnage qu'on doit pouvoir qualifier de diabolique. On sort de cette lecture un peu sonné, je dois dire. Rouge Venin, c'est le titre. Rouge Venin raconte l'extraordinaire histoire de deux des hommes les moins ordinaires du grand siècle. Deux Philippe, dont la liaison inouïe, torride, vénéneuse aura marqué la cour de Louis XIV. Le premier Philippe, vous le connaissez, c'est notre personnage de la semaine, c'est monsieur, frère du roi en personne, Philippe de France, duc d'Anjou, puis duc d'Orléans, né sur les cimes de la société la plus raffinée qui fut jamais, richissime, collectionneur très avisé, avec ce palais de Saint-Cloud qui était un peu le palais des fées, et dans Paris, un palais royal où se pressait tout ce qu'il pouvait y avoir de plus raffiné. Sa préférence pour les garçons est affichée, ce qui n'empêche pas cet enfant de France, frère de roi, d'être marié, bien sûr, nous verrons cela demain, et d'être un père très aimant, nous verrons cela vendredi. Il connaît son étiquette, c'est-à-dire le protocole de la cour sur le bout des doigts, de ses doigts bagués. C'est un grand généalogiste, c'est un immense connaisseur des familles de France. Il est par ailleurs courageux, brave à la guerre, un peu trop brave, rappelez-vous, puisque nous voyions hier que ses exploits sur le champ de Cassel ont fait de l'ombre à son royal frangin. Bon, ça c'est pour le premier Philippe. L'autre Philippe, celui sur lequel j'aimerais insister, c'est Philippe de Lorraine. Remarquable d'abord par sa surprenante beauté, de celles qui font écarquiller les yeux, vous savez. On dit de lui qu'il serait le plus joli garçon de France, et l'abbé de Choisy, qui me direz-vous s'habille en femme, nous le peint comme on fait les anges, dit-il, beau comme un dieu, selon Saint-Simon, il avait tous les vices du diable. Et c'est bien cela que montre ce livre Rouge Venin. On voit en creux, à travers les portraits successifs des victimes du chevalier de Lorraine, on voit à quel point celui-ci était dangereux pour ceux sur lesquels il jetait son dévolu. Des hommes ou des femmes, il ne s'arrêtait pas au genre. Regardons-le d'un peu plus près. Il est grand, brun, les yeux pervenches, aucun embonpoint. Il restera mince, musclé jusqu'à sa mort. Ses gestes sont souples, parfaits. C'est un très bon danseur, redoutable escrimeur, qui s'habille en rose pour se battre en duel, fin courtisan, beaucoup d'humour, de culture, extraordinaire cavalier. Il est subtil en tout et c'est en même temps un personnage odieux, méchant comme la Galle, qui se moque de tout et de tout le monde et dont les mots blessent et souvent font mouche, un peu comme les mouches qu'il se met à porter avec le temps sur son visage, qu'il maquille, qu'il farde. Ah oui, drôle de personnage tout de même. Alors, dès la première page de son roman, Philippe Séguy nous montre monsieur sur un champ de bataille saisi d'une forme d'éblouissement devant ce jeune homme qu'il connaît pourtant depuis des années, mais qu'il a simplement l'impression de redécouvrir. Je cite Philippe Séguy. « Il le vit à cheval, et c'est aussi loin que l'on puisse remonter dans la mémoire d'un homme. Ce cheval était bai, avec une ligne blanche qui partageait son front jusqu'aux yeux. Le garçon en tenait les rênes de ses mains nues. Il aperçut ses cheveux bruns longs épais, les cheveux d'une femme des îles encerclée par les mers. Le jeune homme était seul, semblait venir de loin, le dos légèrement déporté, la chemise ouverte, la peau visible. Le vent jouait avec lui, complice sans doute. Étrangement, rien ne bougeait autour de lui, sous les sabots du cheval ne tremblait pas la terre, rien. Il ferma les yeux, séduit par ce goût de rêve, porta les doigts à sa bouche. Une vapeur d'eau encerclait parfois le garçon, il s'en détachait par à-coups. Il le vit lancer son cheval et se rapprocher de lui. Alors il se haussa sur la pointe des bottes pour mieux le voir, pour ne pas le perdre derrière une haie d'arbres ou un morceau de talus. La pluie commença. Il ne parlait plus à personne, n'écoutait plus ses officiers massés autour de lui et qui attendaient ses ordres. Il pensa que cette vision n'était que pour lui. Les hasards de la guerre en permettaient la jouissance.
Franck Ferrand sur Radio Classique. Cette apparition furtive et martiale porte le titre donc de chevalier. Il est le fils d'Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, d'Armagnac et de Brionne, dit cadet La Perle, parce que ce militaire à grosse moustache portait toujours une perle à l'oreille. Donc vous avez bien compris que nous parlons d'une famille prestigieuse, cette fameuse maison de Guise, branche cadette et française de la maison de Lorraine. Famille prestigieuse mais sans un sou. La reine Anne d'Autriche est marraine du jeune chevalier. Il connaît donc tout de la vie de la cour et tous les pièges de cette cour tellement complexe de la régence d'Anne d'Autriche. Son titre au demeurant bien modeste est lié à l'ordre de Malte. Le destin peu reluisant des cadets de famille, celui de porter le titre de chevalier, que voulez-vous. Le seul but de Philippe de Lorraine sera de s'enrichir. Ambition démesurée, avec toutes les possibilités que peuvent offrir les séductions qui étaient les siennes. Alors sans doute la rencontre avec Philippe de France, avec monsieur, avait-elle eu lieu au Louvre. Elle avait été encouragée par la reine-mère, qui était grande amie du reste de Madame la comtesse d'Harcourt. Les deux Philippe, enfants, se sont beaucoup fréquentés. Ils ont joué ensemble, gâteaux, chocolat chaud à la cannelle et bonbons, confiture. Peut-être de temps en temps un petit baiser échappé sous la courte pointe. Quelques années passent et puis il y a cette guerre de succession. Vous savez que Louis XIV revendique ses droits à la couronne d'Espagne. Marie-Thérèse, son épouse, est née princesse espagnole. La dette n'a pas été payée et le roi d'Espagne, Philippe IV, décidément il y a beaucoup de Philippe dans cette émission, vient à mourir. Il lègue son immense empire, celui sur qui le soleil ne se couche jamais, vous savez, il le lègue à un Habsbourg. Et la France espère des places fortes, des territoires en compensation, notamment Namur, le Brabant. Et voilà que le testament ne donne rien à la France. Alors, ce sera la guerre. Et c'est dans cette guerre que Philippe de France, que le frère de Louis XIV va donc se couvrir de gloire, notamment au siège de Lille en août 1667. Quant à Philippe de Lorraine, il est blessé au pied gauche par une grenade. On voit Philippe de France beaucoup s'inquiéter pour ce blessé qui en plus a pris des risques pour lui. On voit monsieur venir soigner ou en tout cas faire soigner par son chirurgien personnel, celui qui va devenir, disons-le, son protégé et qu'il ramène avec lui à Paris dans son carrosse. Vous écoutez Radio Classique. On n'est plus à l'époque un peu austère du roi Louis XIII et du cardinal de Richelieu. Nous sommes maintenant à la cour de Saint-Germain où l'or ruisselle, où les bals succèdent aux ballets. C'est une jeune cour qui aime les soupers dans les jardins, les promenades et les baignades et l'amour sous toutes ses formes. Il y a des promenades, il y a le printemps de ce règne de Louis XIV et Philippe de Lorraine va remplacer dans le cœur du frère du roi, dans le cœur du prince, celui qui jusqu'alors y occupait une place d'importance et qui s'appelait Armand de Guiche, avec toutes les scènes qu'on peut imaginer de jalousie. Alors, il faut dire que si monsieur est marié, bien entendu, et nous parlerons demain de sa femme Henriette d'Angleterre, le chevalier de son côté aime aussi les femmes, notamment Mademoiselle de Fienne qui est à la fois proche de Madame et qui est complètement éperdue du chevalier de Lorraine. Ils auront un enfant d'ailleurs ensemble. Celui qui souffre de tout cela, c'est Philippe de France. C'est lui qui aime le chevalier de Lorraine et non l'inverse. L'autre est là plutôt pour essayer de faire venir à lui un certain nombre de prébendes et d'avantages. Le duc d'Orléans offre à Philippe de Lorraine les bénéfices de 4 abbayes, ce qui commence à faire beaucoup d'argent. Le prince est donc marié à Henriette d'Angleterre. Elle avait 17 ans quand ils se sont mariés le 31 mars 1661. Autant dire que ce mariage princier a suivi d'assez peu le mariage royal. Il y avait des raisons politiques à ça. Il s'agissait de pérenniser, de solenniser la paix entre la France et l'Angleterre. Alors, évidemment qu'Henriette d'Angleterre est une jeune femme assez extraordinaire et charmante. Elle n'est
elle n'est pas belle, mais elle est assez jolie, elle est très coquette, elle est capricieuse, elle aime les beaux garçons, elle va jusqu'à se laisser courtiser justement par Armand de Guiche, l'ancienne amant de son mari. Tout ça est un peu invraisemblable. C'est elle qui lance les modes, qui s'habille à la perfection, c'est une espèce de poupée peinte qui va protéger les auteurs à la mode, parmi lesquels Racine, et qui séduit jusqu'au roi de France. Oui, on sait qu'existe entre le roi Louis XIV et sa jeune et intrépide belle-sœur une relation qui va bien au-delà de la simple fraternité, de la simple chaleur familiale. Or, il y a là, tapis dans l'ombre, qui observe la manœuvre, cette crapule de chevalier de Lorraine qui est la duchesse d'Orléans et qui va attiser contre elle la jalousie de son mari. Il se moque d'elle, il se moque de son accent anglais qu'il imite très bien d'ailleurs. Elle est maigre, elle est nulle, elle est trop blanche, trop maladroite, dit-il. Et évidemment, tout ça a tendance à faire vaciller un peu l'aura de la princesse qui ne sait plus comment se maintenir à la cour, qui ne sait plus comment garder le respect de son propre mari. Madame finit par aller se plaindre à son beau-frère. Elle finit par se plaindre même à son propre frère, le roi d'Angleterre, Charles II. Ah, ça commence à devenir un problème parce que ça pourrait contrarier les efforts de paix entre les deux royaumes. C'est lui ou moi, a dit Henriette. Et Louis XIV va choisir, il n'a aucun mal à choisir, entre sa belle-sœur, qu'il aime secrètement, et l'amant de son frère, inutile de vous dire, lequel va être discrédité, va être disgracié, pardon. Ce fut d'abord le bruit qui monta en torrent et sa violence s'accrut, nous raconte Philippe Séguy, une déferlante qui prenait au ventre. Dans la chambre, les hommes se regardèrent et l'un d'eux se rua aux fenêtres fermées, il se pencha. Au creux des appartements du château neuf de Saint-Germain, le duc d'Orléans et Philippe de Lorraine jouaient aux échecs, et le second ne daigna pas lever la tête de la pièce du fou qu'il allait faire glisser. Il était 4 heures précises de l'après-midi. Philippe dut murmurer quelque chose comme moins fort et peut-être voulait-il croire à une plaisanterie des pages, agacés par l'hiver et son froid qui empêchaient les rires et les fêtes. Le prince garda le silence et la peur germa en gouttelettes sur son front. Chacun pensa à tenir son rôle. Les portes furent ouvertes à 2 battants. Entra M. Dayen, capitaine des gardes de Sa Majesté, tandis que les soldats armés bloquaient les issues, n'oubliant pas les fenêtres. Monsieur sentit ce goût de fin du monde et se leva, exigeant des explications, sommant l'homme devant lui impassible de se souvenir de qui il était. M. Dayen se tourna vers Philippe de Lorraine et dit « Chevalier, je vous arrête au nom du roi. Veuillez, je vous prie, me remettre votre épée. » Le duc d'Orléans cria « Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ?» et sa voix haut perchée rebondit sur les plafonds. Il n'y eut pas de réponse. Philippe de Lorraine tira son arme de son fourreau et l'attendit. Il paraissait calme, encore souriant, bien élevé. Le prince exigea de voir l'ordre écrit et le relut 2 fois. Il examina la signature de son frère, reconnut sans peine le L à torsade, un peu plus élevé que les 4 autres lettres, quasiment toutes identiques, et le trait qui soulignait l'ensemble. L'encre était noire comme à l'accoutumée, et ce nom tracé signait la fin d'un rêve. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ainsi donc, le chevalier de Lorraine est arrêté. Il va devoir partir, traverser les Alpes, aller s'installer en exil à Rome chez la princesse Colonna, qui n'est autre que cette Marie Mancini dont Louis XIV avait été très amoureux, vous savez. Et il ronge son frein, Lorraine, Outremont, comme on disait à l'époque. Quant à Philippe d'Orléans, il intrigue auprès de son frère, il supplie, il faut absolument adoucir les conditions de détention, etc. Philippe de Lorraine restera à Rome 2 années. Il va y avoir d'ailleurs, entre la princesse Colonna et lui, une histoire qui est une incroyable histoire que nous raconte ce roman, et c'est une vraie histoire assez étrange, d'une amitié perverse. Jamais les amis ne deviendront pour autant amants. Marie, il faut le dire, a épousé le connétable Colonna, de très grande famille romaine, au caractère épouvantable, et sans doute Philippe de Lorraine se dit-il qu'il vaut mieux ne pas être le rival d'un homme comme celui-là.
Philippe, en tout cas, va finir par persuader Marie de quitter Rome, de quitter son mari. Il jure que le roi ne l'a pas oublié. De son côté, Philippe d'Orléans comble Lorraine de lettres d'amour, de cadeaux. Il y a presque des courriers qui arrivent tous les 2 jours à Rome. Philippe va sauver la vie de Marie Mancini alors qu'elle était en train de se baigner dans le Tibre. Et convaincu par lui, subjugué. Une de plus, vous me direz, mais oui, il subjugue tout le monde, c'est comme ça fonctionne de cette manière-là. Elle va fuir Rome, fuir son mari, partir pour la France, tenter de rencontrer Louis XIV, sauf que le roi ne la rencontrera jamais. Et pendant ce temps, a lieu le grand événement, c'est-à-dire la mort de Madame. Alors je vous raconterai ça demain, la mort d'Henriette d'Angleterre le 30 juin 1670. On ne peut pas directement accuser Philippe de Lorraine puisqu'il est à Rome, mais quand même, lorsqu'on commence à se demander si Madame n'aurait pas été empoisonnée, on ne peut que poser la question suivante, qui vient comme découlerait naturellement un raisonnement logique. Et si c'était depuis Rome, Philippe qui l'avait fait empoisonner? C'est une des lettres de Mademoiselle de Fienne, vous savez, l'amoureuse parmi d'autres de Philippe de Lorraine, qui lui apprend la grande nouvelle. Et je cite de nouveau Philippe Séguy. « Instinctivement, Philippe de Lorraine comprit que les hommes et les femmes de son temps et des temps à venir allaient s'agripper à lui, s'y souder, demeurer pareils à une odeur. Henriette morte, et déjà le regard de Marsan sur lui, son frère, les yeux de son frère vrillés aux siens, attendaient les mots, la confession possible, l'explication du crime, chaque détail attendu, deviné, questionné, réfléchi, comparé. Charles, c'est le frère de Philippe de Lorraine, Charles à Rome fut le premier témoin de son silence, s'en approchant, le flairant comme un jeune chien. Il était sans jugement ni moral, curieux, voulant savoir si son aîné était capable de gravir ses sommets, d'être un assassin. Philippe avait poussé sa haine dans la voie du meurtre, résolu à supprimer une femme, à l'expédier vers les anges en plein ciel comme une étoile filante. Aurait-il sa mort sur la conscience? Charles osa effleurer son pied, ouvrir la bouche, tendre son visage et son corps vers lui. Ils étaient seuls dans cette maison d'exil qui puait l'humidité et le transitoire, éloignés de tous. L'instant était propice à dire. Durant plus d'1 minute, ils se regardèrent, et le cadet, face à cette image figée, se reprit, n'insista pas. Philippe soupira. La Stuart morte était encore plus emmerdante que vivante. Il va y avoir beaucoup, évidemment, de supputations, beaucoup de doutes et de suspicions autour de cette personne de Philippe de Lorraine qui néanmoins échappera à des poursuites puisque rien ne permet de montrer que la vengeance qu'il aurait pu mener depuis Rome a atteint la cible qu'était la princesse Henriette. Est-ce qu'il aurait pu faire exécuter le crime par son grand ami, le marquis d'Effiat? Toujours est-il, et c'est pour lui ce qui compte, qu'il va obtenir son rappel à la cour. Son rappel, alors j'allais dire à Versailles, mais n'oublions pas qu'à l'époque on n'est pas à Versailles, on est à Saint-Germain. Ce qui était dicté par le cardinal d'Estrées évoquait le mariage prochain de monsieur avec une princesse allemande, raconte encore Philippe Séguy. Ça, c'est la princesse Palatine dont je vous parlerai dans 2 jours. Au roi de France, son éminence prêchait le pardon, le retour nécessaire du chevalier à la cour, son soutien indéfectible à la personne royale, les qualités militaires d'un homme jeune et fort, courageux, requises dans une guerre toujours possible. La lettre pesait son poids d'espérance et prouvait la finesse du prélat. Philippe sourit en se rappelant le visage replet, la bouche gourmande de M. d'Estrées, son regard de chat, son appétence suave à dénouer les nœuds, les talents de ce matou formidable. Il va rentrer. Incroyable mais vrai, Louis XIV a cédé, le chevalier rentre d'exil et Louis XIV lui accorde d'ailleurs une pension, un brevet de maréchal de camp, ce qui tout de même n'est pas rien. Le roi sait très bien que l'ami de son frère est une crapule. Le duc d'Orléans lui-même, monsieur, le sait, la cour le sait, mais on sait que cet homme-là est fin diplomate, qu'il a des relations dans toute l'Europe, qu'il est excellent soldat, qu'il est fort courageux. Alors on va l'utiliser notamment
pour peser sur monsieur et pour obtenir de Philippe d'Orléans l'autorisation de voir son fils marié à une bâtarde de Louis XIV, à mademoiselle de Blois. Voilà à quoi peut-être servait le retour en grâce du chevalier de Lorraine. Franck Ferrand sur Radio Classique. On n'en finirait pas de raconter toutes les débauches, toutes les vilainies de cet homme qui n'a de toute sa vie eu presque de passion que pour détourner du droit chemin ceux qui ont eu la malchance de croiser le sien de chemin. Je pense notamment bien sûr en 1681 au comte de Vermandois qui était un des fils bâtards de Louis XIV avec Louise de la Vallière, celui-là, et qui a été complètement subjugué, qui est tombé dans les griffes du chevalier et qui a très mal fini lorsque son père, Louis XIV, a été informé des scandales dans lesquels il avait trempé. On va voir peu à peu ce chevalier de Lorraine s'épuiser à faire le mal, si j'ose dire. C'est tout l'intérêt de ce roman, dont vous aurez compris qu'il est incroyablement vénéneux, il est assez étonnant. Et puis, on finira par assister à la mort de monsieur lui-même. Nous en reparlerons beaucoup plus tard de la mort de monsieur, ce sera vendredi, bien sûr. Et puis, nous voyons Philippe de Lorraine peu à peu perdre les atouts qui étaient les siens. On le voit vieillir, on le voit ruiner, toujours assez bel homme néanmoins, et organisant des tripots au palais royal où l'on tient un jeu d'enfer. Il refuse la pension, qui pourtant était une pension très généreuse, que lui offrait le fils du défunt duc d'Orléans, celui qui va devenir le régent, et il finira par mourir d'une crise d'apoplexie pas très longtemps après monsieur lui-même. Voici ce que nous dit Philippe Séguy sur la fin, sur le déclin, sur le crépuscule de ce Philippe de Lorraine qui ne conservait, nous dit-il, quasi rien de Philippe de France. Les bijoux vendus depuis belle lurette avaient permis un peu d'argent frais troqué contre un muid de bois ou des dentelles. C'était peu, cela suffisait désormais à celui qui avait tout reçu. Il gardait à son index le rubis offert par le prince dans les jardins de Fontainebleau au temps de la jeunesse. Il levait parfois la main à sa bouche, à son nez. On eût dit qu'il respirait la pierre. Il faisait aussi tourner l'anneau à son doigt. Il s'offrait ainsi le luxe mesuré de remonter le temps, d'en fixer des images, de jouer avec, libre de faire et de défaire, d'ajouter, de retrancher, d'entendre mieux cette voix humaine. Philippe de Lorraine se souvenait des fronts continuellement baissés à son approche, de la sève du pouvoir, de sa clairvoyance mise à dire oui ou non, du goût suave, du caprice, des visages inquiets ou radieux. Aujourd'hui, des hommes ou des femmes qui l'avaient connu jadis attendaient sa mort, posaient quelques questions, patientaient, comptaient les nuits atroces, prêts à tout pour partir après lui, goûtant sa chute prochaine dans le néant. Vous écoutez Radio Classique.